Nous avons vu jusqu'à maintenant comment exprimer les éléments de barreau droit dans leur repère local. Donc, dans notre structure, on peut avoir plusieurs éléments. Chaque élément va avoir son système d'axe local et donc sa matrice de rigidité locale. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce problème, c'est d'être en mesure de calculer les forces et les déplacements à tout point de la structure exprimés dans le repère global de la structure. Donc, toutes ces matrices de rigidité qui sont exprimées dans des bases qui sont attachées à chacun des éléments finis doivent être exprimées dans un système d'axe global pour nous permettre de faire les opérations nécessaires pour arriver à la solution de notre système. Donc, pour arriver à faire ça, on va considérer l'exemple suivant. Donc, on a ici le barreau numéro 3 qui fait un angle θ par rapport à l'axe des X. Ce barreau-là, on l'a exprimé dans le repère global et on remarque, pour les besoins de cet exercice, ce barreau-là a aussi son système d'axe local qui est exprimé ici. Et on va s'intéresser pour les fins d'illustration du problème à ce qui se passe au nœud I. Donc, au nœud I, on pourrait avoir un vecteur de déplacement. Ce vecteur-là pourrait être à la fois exprimé dans la base globale ou dans la base locale. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'être capable d'exprimer ou de projeter un vecteur dont on connaît l'expression dans la base globale vers la base locale de cet élément particulier-là. On verra qu'à la fin de nos calculs, on arrive aux relations trigonométriques suivantes qu'on peut appeler aussi les relations qui nous permettent de faire les rotations des vecteurs. Donc, illustrons cela à l'aide d'un exemple manuscrit. Donc, j'ai reproduit ici sur ma tablette le barreau numéro 3, que je vais noter ici avec un 3. Donc, ce barreau-là fait un angle θ par rapport à l'axe des X global. Et sur ce barreau-là, j'ai représenté en bleu les composantes d'un vecteur qui seraient exprimées dans le repère global, et en rouge, les composantes de ce même vecteur-là qui seraient exprimées cette fois-ci dans la base locale. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir projeter sur X local les composantes U3IX et U3IY. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de tracer ici la projection. Donc, je vais tracer un angle droit sur mon schéma. Et là, ce que je vais obtenir ici, si je m'intéresse à la projection de U3IX, donc j'ai un angle θ à cet endroit. Donc, je vais faire l'hypothèse que U3IX, c'est mon hypoténuse, et ce que je cherche, c'est la projection sur le côté adjacent. Donc, je vais avoir la relation ici cos θ, qui est égale ici à le côté adjacent, donc qui va être ici U3IX dans le repère local, donc je mets une petite barre par-dessus, qui va être divisé ici par l'hypoténuse, qui va être ici U3IX, donc le vecteur dans la base globale dont la composante est alignée selon X. Ce que ça va me donner, cette relation-là ici, c'est que je vais avoir ici que U bar 3IX est égal ici à U3IX cos θ. Donc ça, c'est la première quantité qui m'intéresse lorsque j'ai projeté le vecteur U3IX. Donc, je rappelle, c'est la composante en X du vecteur qui m'intéresse, exprimée dans la base globale. Maintenant, projetons U3Y, donc la composante selon Y dans le vecteur global, du vecteur qui m'intéresse, sur la direction X, X bar. Encore une fois, avec mon triangle rectangle, je vais m'intéresser au côté adjacent. Par contre, ici, l'angle θ que je vais avoir à cet endroit-là, en fait, c'est 90 moins θ. Donc, l'angle que j'ai ici, c'est 90 moins θ. Donc, je vais avoir ici que cos de 90 moins θ va être égal, encore une fois, au côté adjacent. Donc, le côté adjacent, c'est ce qui m'intéresse. Donc, la projection du vecteur qui m'intéresse sur l'axe des X, et ici, le vecteur IY exprimé dans le repère global. Donc, cos de θ moins 90, c'est sin θ. Donc, ce que je vais avoir ici, donc ça, c'est égal à sin θ. Donc, ce que je vais avoir ici, finalement, c'est que je vais avoir ici que U3 et X va être égal ici à sin θ fois
U3, I, Y. Donc ça, c'est la deuxième relation qui m'intéresse. Donc au final, on aura que la composante selon l'axe X local d'un vecteur exprimé dans une base globale va être égale ici à U3 X cos θ plus U3 Y sinus θ. Donc ça, c'est la démonstration de la première relation qui se trouve sur le transparent. Donc, on pourrait faire ces mêmes opérations pour pour les 4 équations qui se trouvent sur le transparent ici, puis on obtiendrait les résultats des équations 5 et 6. On peut exprimer ça sous une forme un peu plus compacte, c'est-à-dire qu'on va exprimer ces 4 relations-là, comme on l'a fait pour la matrice de rigidité, sous une forme matricielle. Donc, à ce moment-là, on va retrouver notre vecteur de déplacement dans la base locale, le vecteur déplacement dans la base globale, et le lien qui est entre les deux, c'est la matrice qu'on va appeler matrice de rotation. Et cette matrice-là nous permet de réécrire les 4 équations qui se trouvent ici. Donc, on retrouve ici cos θ, sin θ, donc c'est pour cette relation-là qui est ici. Pour la deuxième relation qui nous fait apparaître ici UIY, on va avoir moins sin θ et cos θ ici qui apparaît devant les bonnes composantes du vecteur dans le repère global. Donc la matrice R ici, c'est ce qu'on appelle la matrice de rotation. Elle est particulière. Cette matrice-là, elle est orthogonale, c'est-à-dire que son inverse est égal à sa transposée. La condition mathématique que ça prend pour avoir cette relation-là, c'est qu'il faut que les vecteurs qui forment la matrice, donc les vecteurs colonnes qui forment la matrice, constituent une base orthonormée. Par une base orthonormée, on entend que chacun des vecteurs a une norme de 1 et que chacun des vecteurs est orthogonal un à l'autre. Donc, si je fais le produit scalaire entre le premier vecteur et le deuxième vecteur, j'obtiens cos θ sin θ moins sin θ cos θ, ça fait bien 0. Et si je fais ça pour chacun des autres vecteurs, je vais remarquer que chacun des vecteurs est orthogonal aux autres vecteurs. Donc, avec cette relation-là, on a ici que le vecteur déplacement dans la base locale est égal à la matrice de rotation fois le même vecteur dans la base globale. De cette relation-là, on tire la relation numéro 11, qui est très facile à démontrer. Donc, on va la regarder sur une démonstration pour s'entraîner un petit peu. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable d'exprimer ici notre vecteur dans une base locale vers la base globale ou vice-versa. Donc, si on reprend le transparent qu'on a ici, on a ici que le vecteur local I, dans l'élément I, est égal ici à la matrice de rotation fois ce vecteur-là dans la base globale. Donc, ça, c'est la relation qu'on a obtenue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chaque côté de mon équation par la matrice de rotation inverse. Donc, je fais ici la matrice de rotation inverse que je multiplie de ce côté-là, qui est égale ici, encore une fois, à la matrice de rotation inverse, fois la matrice de rotation, fois ici UI. Maintenant, on se rappelle, comme on l'a vu tout à l'heure, que la matrice de rotation inverse, dans ce cas particulier-là, c'est la matrice de rotation transposée qui multiplie le vecteur dans le repère global. Donc, la matrice inverse fois elle-même, ça me donne la matrice identité que je multiplie ici par le vecteur exprimé dans sa base globale. Et ce que ça va me donner, ça ici, mais la matrice identité, je peux l'enlever. Donc, je vais avoir ici que la matrice de rotation transposée, fois le vecteur
dans le repère local est égal ici au vecteur dans sa base globale. Donc ça, c'est la démonstration qu'on voulait faire pour arriver à cette relation-là. Donc on va avoir évidemment les mêmes relations si on s'intéresse aux forces appliquées sur notre barreau droit. Donc, regardons quel impact que ça a sur notre matrice de rigidité. Donc, dans le repère local, on a la relation suivante. Donc, on avait établi la relation entre les forces et les déplacements exprimés dans la base locale de mon élément fini par le biais de sa matrice de rigidité qui, elle, est exprimée une fois pour toutes dans sa base locale. Maintenant, ici, je vais remplacer les relations qu'on a définies précédemment. Donc, on avait ici que le vecteur local, c'est la matrice de rotation le vecteur global. Donc, je transforme ça ici avec la relation qu'on a vue précédemment. Ce vecteur force-là, j'ai fait aussi une rotation. Donc, je retrouve la relation qui est ici. Par la suite, je vais multiplier chaque côté de mon équation par la matrice de rotation inverse, qui est égale ici à sa matrice transposée, parce que c'est une matrice orthonormée. Donc, je vais obtenir le résultat ici. Donc, les forces exprimées dans le repère global imposées sur mon élément fini sont égales ici à le produit de matrices, donc matrice de rotation, matrice de rigidité fois matrice de rotation, fois les déplacements exprimés dans le repère global. Donc la matrice de rigidité que je retrouve ici, je vais l'appeler la matrice de rigidité de mon élément fini exprimée dans le repère global. Et cette matrice-là, en fait, obéit aux relations que vous connaissez très bien là, de changement de base de matrice.